Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous entretenir sur la notion de qualité et concepts généraux en rapport avec la qualité dans une entreprise de production de biens, cas du consommateur de l'Ouest. Il est donc question de se dire, comme on l'a dit depuis le thème, quelle est la place de la qualité dans les motivations d'achat du consommateur à l'Ouest. Lorsque j'évoque le terme qualité, pour vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la qualité? Est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler? Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou bien est-ce que c'est un phénomène ancien? Donc je commencerai par présenter le plan de travail. Premièrement, une historique. Ensuite, je vais vous parler de la qualité et de ses relations avec l'entreprise. Où je vais vous parler ensuite de la qualité externe, la qualité interne, les normes dans les entreprises de production, les outils à la disposition des entreprises qui s'engagent dans une démarche qualité. Et ensuite, je parlerai de la qualité et du consommateur à l'Ouest et je finirai par une conclusion. Bon, la qualité. Notion en même temps vieille comme le monde est nouvelle. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, même si elle ne se faisait pas de façon formelle, elle se faisait quand même. On avait pour habitude, pour coutume, de réserver le meilleur de ce qu'on avait pour les personnes de la haute société. Pour quelqu'un qui voudrait faire un présent à peut-être un roi, prendre le meilleur cheptel, la meilleure bête de son cheptel bovin pour offrir à un roi. Pour quelqu'un qui voulait peut-être offrir, c'est pas moi, un vin, il allait chercher le meilleur vin de sa cuve, ou encore pour ceux qui allaient pour offrir les plus belles femmes. Donc la notion de qualité déjà, on voit qu'elle y était déjà. Donc depuis très longtemps, mais pas encore formalisée. Mais ce n'est que dans les années 1924 au XXe siècle qu'elle a commencé à être formalisée. À partir de M. Walter Shewhart qui inventa une méthode de contrôle qualité pour essayer de parfaire sa production. Donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'on commence à normaliser la qualité. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, elle est imposée pour la production du matériel destiné à l'armée et aussi la marine et l'aviation. Ensuite vient donc l'évolution de la qualité. Donc là, ce n'était que le départ. Après viennent toutes les autres formes d'évolution, le HACCP, les organismes internationaux, ISO, etc. Ensuite, qu'est-ce que la qualité? Selon la norme ISO 9000, version 2000, la qualité est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Autrement dit, c'est l'aptitude d'un produit à satisfaire le client. Nous voyons donc ici que le client est au cœur de la qualité. On ne peut pas parler de qualité si derrière on n'a pas un client. La qualité se définit par rapport au client. Donc, nous allons voir dans les différents concepts de la qualité d'un produit ou d'un service. Nous avons premièrement la qualité de service. Ce sont juste quelques exemples. On peut avoir plusieurs autres. Donc, la qualité de service ou d'usage. Par exemple, vous avez affaire à des services publics, des services de transport ou de banque. Sur quoi repose la qualité de service? Ici, on s'attend à la ponctualité, à la politesse, à la courtoisie dans notre service, à la confidentialité. Je vais peut-être à la banque effectuer des opérations. Je n'aimerais peut-être pas avoir, ne pas avoir la confidentialité dans les exécutions de mes opérations. C'est telle banque essaye de faire que lorsque un client est au guichet, ils mettent un petit espace là, de façon à ce que celui qui est derrière ne puisse pas savoir ce que celui qui est au guichet fasse. Ça, c'est un peu une sorte de qualité qu'ils essayent de faire. Alors, il se sent un peu confiant. S'il vient faire un retrait, s'il vient faire un versement et tout, il y a un peu de sécurité. On peut aussi avoir les aspects réglementaires, la date limite de consommation en fonction d'un produit qui a une DLC, date limite de consommation de 6 mois ou d'1 an ou 2 ans. Tout ça sont les aspects. Et aussi, un autre paramètre important, c'est le prix. La qualité se définit aussi par rapport au prix. Vous avez deux produits, l'un coûte 1000 francs, l'autre coûte 900, 800. Vous êtes plus tenté par celui qui coûte moins cher. Ça, c'est un aspect incontournable pour définir la qualité. Ensuite, on peut avoir la qualité technologique. On peut avoir par exemple au niveau des matières premières. De la qualité de la matière première dépend la qualité du produit fini. Vous voulez peut-être fabriquer un savon,
vous avez besoin peut-être d'une huile à la base ou d'une graisse végétale. Vous savez qu'en fonction du taux de lipides que vous allez utiliser, ça va favoriser le phénomène peut-être de saponification. En fonction de ça, vous savez donc que si vous voulez un bon produit fini, il vous faut une bonne matière première. Donc là, on parlera de qualité technologique. Ça veut dire que de la qualité de la matière première dépend la qualité du produit fini. Vous misez sur une bonne matière première, vous avez un bon produit fini. Ça fait partie de la qualité technologique. La qualité hygiénique. Nous avons sur le marché des jus de fruits naturels, par exemple le folieré, ou bien encore d'autres faits de façon domestique. Comparé aux produits industriels, on se rend compte que ceux qui sont faits de façon domestique, je ne dirais pas artisanale, mais domestique, ont tendance à moins bien se vendre, moins bien se conserver. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas toujours respectées, conditions de transport, conditions de stockage, conditions de fabrication et tout ça. La stérilisation, la pasteurisation, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que le timing est respecté? Tout ça. Donc, en fonction du produit qu'on a, on est capable de voir si on est plus motivé parce que un produit qui, par exemple, Tampico, il est présentable là, il y a une bonne stabilité, contrairement à un jus de fruits que vous allez voir qui décante, qui n'est pas homogène. Donc, du coup, quand vous voyez ces deux produits-là, vous êtes plus tenté d'acheter un produit qui est fait industriellement, alors que celle qui fait aussi de façon artisanale peut bien se vendre. Vous voulez bien acheter un folieré pour vos enfants, mais vous dites si j'achète ça, après il aura mal au ventre et je vais l'amener à l'hôpital. Moi, je ne suis pas partant. Pourtant, elle veut aussi se vendre. Mais il lui manque cet aspect. Ensuite, on peut avoir la qualité organoleptique. Bon, cas des habits, pâtisserie, savon, etc. Quand on entend organoleptique, à quoi ça fait référence? Les 5 organes sensoriels. Les 5 organes sensoriels, on a la vue, l'ouïe, le toucher et l'odorat. Oui. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous voulez acheter quelque chose, vous êtes aussi fasciné d'abord par l'attrait. Si vous voulez acheter quelque chose qui ne vous attire pas, vous ne serez pas motivé à l'acheter. Le cas par exemple des habits. Excusez-moi. Le cas par exemple des habits. Chacun d'entre nous ici a un habit, mais après maintenant, la différence aussi c'est quoi? C'est que le vendeur a su essayer de distinguer sa touche. Celui-ci vend un habit, qu'est-ce qu'il met de spécial? C'est peut-être le design. C'est ça qui motive votre achat, à la vue. Il est plus beau, il est plus attirant. Ça peut être la couleur de l'habit qui vous attire. Ça peut être le design. Les Lions, ils avaient des maillots. Après, ils sont passés au démembré. C'est un autre design. Donc, au niveau de la pâtisserie, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez un gâteau qui a, par exemple, plusieurs couleurs, plusieurs formes et tout ça. Ce sont des aspects de motivation pour vendre le produit. Tout ça, donc, ça fait partie de la qualité organoleptique. Ensuite, on peut aussi avoir la qualité nutritionnelle. La qualité nutritionnelle ici, qu'est-ce qu'on entend par qualité nutritionnelle? Lorsque vous avez affaire à des aliments, il y a aliments et aliments comme on dit souvent. Aliment bio, ça signifie ici un aliment qui a été fait dans les conditions les plus biologiques qui soient. C'est-à-dire avec le moins de pesticides, qui a donc moins de risques pour la santé. On a par exemple le jus 100% naturel. Jus 100% naturel, c'est un label, ça veut dire quoi? Quelqu'un vous vend un jus et il met dessus l'appellation 100% naturel. Ça veut dire vous avez pratiquement l'impression de consommer un jus à l'état naturel, même s'il est passé par un procédé. C'est-à-dire c'est assez différent de ce qu'on a comme marché qui sont les sodas, cas les boissons de brasserie par exemple, qui ne sont pas des boissons naturelles. Les aliments enrichis à vitamine A, vitamine D, etc. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez vous alimenter, en fonction du besoin nutritionnel que vous allez savoir que si vous voulez peut-être de la vitamine C, et que l'idéal serait d'avoir un fruit, et que vous ne disposez pas d'un fruit, si vous avez un industriel qui réussit à vous mettre sur le marché un aliment le plus naturel qui soit, vous êtes motivé d'acheter cet aliment-là parce que vous savez ce que vous voulez. Vous êtes exigeant, vous voulez de la qualité pour votre nutrition, vous choisissez donc celui qui a peut-être 100% naturel, alimentation bio. Aujourd'hui, dans les fermes, ils vont jusqu'à vous dire un bétail élevé en plein air. Ça réduit le stress. Quand on fait des abattages en Europe,
on se rend compte qu'un animal qui meurt d'une certaine façon a un certain stress, qui donne un certain goût à la viande. Alors là-dessus, il y a toute une instruction maintenant. On ne stresse pas un animal, quand on veut le tuer, on le saigne à fond, on ceci, on cela, tout ça pour avoir une meilleure qualité de la viande, qualité nutritionnelle, pour avoir les meilleurs paramètres. On disait que la qualité était essentiellement orientée client. Oui. Je reviens. Maintenant, les 5 principes de définition de base de qualité qui sont devant nous. Ce ne sont pas des principes, ce sont des aspects. Ok, appelons Des ça aspects aspect. qui peuvent être beaucoup plus. Par définition, nous savons que une qualité, je dis n'importe quoi, nutritionnelle, on a pris par exemple l'exemple de l'aliment bio. Oui. Bon. Je dis simplement, sur ces aspects qui sont définis là, à quel moment le client est intégré? À quel moment le client est intégré? Justement, à tout l'exemple, dans un supermarché où vous êtes bien accueilli, ça fait partie de la qualité de service. Vous arrivez par exemple à la CNPS. Où vous êtes mal accueilli, ça veut parler de quoi? De la qualité. Ça fait partie. Il y a donc ce facteur-là. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'en fait, il n'y a pas cet esprit de. Comme je dis des fois ici, on n'a pas le choix. J'ai fait un voyage, après, le voyage s'est mal passé, s'il fallait que je le note, je lui aurais donné une certaine notation. Mais en fait, le problème, c'est quelle est la conséquence? Vous n'avez pas été satisfait. Par conséquent, vous êtes libre de ne plus repartir vers cette voie-là. Si par exemple, vous allez déposer votre argent à une banque et que vous venez et qu'on ne vous traite pas bien, vous êtes tenté de retirer votre argent et aller verser dans une autre banque parce que vous n'avez pas été satisfait. Qualité de service. En fait, c'est pour le partage. Hein, oui. C'est pour ça que je pose la question. Oui, Je me rends compte que j'emmène 2 enfants dans une jeunesse de qualité, moi j'achète. Oui. C'est la jeunesse qu'ils achètent, je prends le pour venir voir pourquoi ils vont vers un type de cahier. Donc, la qualité, c'est à quel niveau de l'entreprise on la vit. Parce qu'il y a un problème. Il y a tout, ça, c'est le principe. Oui. Quand vous allez chez je ne vais pas faire de publicité ici, chez un directeur de production, il te dit, je fais de la qualité. Mais il n'a pas tort, il a fait, c'est défini. Mais à quel niveau ça s'implique? Les cahiers que vos enfants avaient choisi par rapport au vôtre, s'il vous plaît, avec quelle particularité? La couleur, il y avait le dessin d'un dessin animé dessus, il y avait une star qui était dessinée. Tout à fait, il y a un cahier qui avait une Afrique qui s'appelait Topé. Il y a l'autre qui avait des couleurs des stars de football. C'est pour ça que je pose la question pour savoir, vous qui êtes dans l'entreprise aujourd'hui, oui. Vous êtes dans ce domaine-là, à quel niveau c'est décidé? À quel niveau c'est décidé? Parce que je ne veux pas faire de la publicité. Oui. Prenons le verre. Oui. Dans le domaine qui est le vôtre. Oui. On va dans un magasin, on va dire cacher le verre. À quel niveau, vous qui travaillez dans l'usine, à quel niveau le directeur général ne sait pas qui va décider, par exemple, de voir le conditionnement? À quel moment est-ce qu'on va mettre en place des discussions pour savoir si les gens veulent? Je ne sais pas. D'accord. Je perçois bien votre question. À ce niveau, maintenant, je vais vous dire quoi. On a plusieurs services qui travaillent en collaboration. On a d'abord le service production, le service marketing et le service commercial. Le service marketing est là pour aider à développer les stratégies de vente. Le service commercial, il doit envoyer les marques de vente à fond et c'est eux qui sont sur le terrain. Je parle sur le service marketing. En fonction maintenant de ce qu'ils observent sur le terrain, du feedback qu'ils vont venir vous donner. Parce qu'ils peuvent être là, ils se disent que bon, là maintenant je viens avec des cahiers. Mais après ils se rendent compte que quelle est la cible. C'est ceux qui sont sur le terrain. En fonction de ce qu'ils vivent sur le terrain, ils remontent l'information. Ça se passe presque toujours comme ça, c'est un principe plus ou moins universel. Que ce soit pour les entreprises de production, de la banque, tout ça, tout vient du terrain. Après on se dit, on peut faire ça pour les enfants, on peut faire ça pour les grands, on peut faire ça pour ceci, pour ceci. Et c'est à ce niveau que ça se passe. J'espère que vous êtes satisfait. C'est bon, c'est bon. Bon, lorsqu'on parle de qualité de relation avec l'entreprise, on a plusieurs volets. Premièrement, la qualité externe. C'est quoi la qualité externe? On commence donc par la qualité externe. Ça veut dire la qualité externe vue de dehors. Ça veut dire quoi? C'est la qualité point de vue client qui est la vraie qualité. Comme on a toujours l'habitude de le dire. C'est quoi? C'est la réponse aux attentes des clients. Comment donc reconnaître
si on est en train de satisfaire le client, si on est en train de répondre aux attentes du client. Ça se mesure donc par la satisfaction des clients ayant consommé le produit ou le service vendu par l'entreprise. On précise bien vendu par l'entreprise. Vous fabriquez par exemple des stylos, du café, oui. Vous l'envoyez sur le marché. Comment vous mesurez si les gens apprécient ou pas votre café? Si les gens achètent, ça prend en considération ces répercussions-là pour revoir votre stratégie. Une petite parenthèse sans vouloir être trop long. Après, le concurrent, peut-être, il a les sticks, il essaye donc de toucher la couche au plus profond, quoi. Les sticks qui se vendent peut-être à 50, ça peut être cette stratégie de pénétration sur le marché, ça peut être cette qualité de service. Quand on parle de la qualité de service, vous vous rendez compte qu'un café Cao qui est de très bonne qualité, il faut un certain protocole peut-être pour le consommer, passer par cafetière, les filtres et tout ça. Bon, le concurrent, lui, a pensé qu'il y en a qui sont pressés, et puis il coupe, il met ça dans de l'eau chaude, et il se passe. Et après, il y a le fait que le prix soit bon, la facilité d'usage, etc. On se dit donc pourquoi le produit ne passe pas. Alors, on va vers le consommateur, on se rend compte que chez le concurrent, il a un certain service qu'il n'a pas chez celui-ci, il préfère. Donc, on mesure les ventes. Donc, on se mesure par rapport aux ventes et ça permet de revoir à l'interne, dans la production, la stratégie. Donc, à quoi la qualité sert? Ça permet de fidéliser la clientèle. Un client content, il revient. Un client content, il reconnaît le produit. Vous avez un produit qui n'est pas de qualité, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites un jus de mangue qui est jaune, demain, votre jus de mangue est orange, bon, etc. Le client voit son jus de mangue, c'est jaune. Il est apprécié, demain il revient, c'est orange, il dit non, c'est pas la même chose. Alors qu'il veut acheter, c'est le même, mais il ne revient pas, il ne reconnaît pas le produit. Par conséquent, on ne fait pas de la qualité et on perd un client. Être compétitif face à la concurrence, aujourd'hui, c'est même une des raisons fondamentales de la qualité. Avant, peut-être qu'on n'avait pas besoin de faire la qualité. Aujourd'hui, si, pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence. Avant, j'étais seul. Aujourd'hui, par rapport à la concurrence, il faut se démarquer. Dominer le marché sur lequel on agit, les ventes se verront grandissantes, l'entreprise va prospérer. Bon, toujours dans le domaine qualité externe. Pour améliorer la qualité externe, plusieurs méthodes sont à disposition de l'entreprise, à savoir les sondages et l'écoute client, le contrôle qualité, l'audit qualité, la prise en compte des besoins implicites non exprimés par le bénéficiaire. C'est-à-dire non exprimés par le bénéficiaire, lorsque vous avez donc une cellule de communication, vous faites de temps en temps des réflexions, vous dites qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce que le client attend. Des fois, vous avez la bouteille Tanguy. Je pense que la bouteille Tanguy voyait ses ventes diminuer jusqu'à ce qu'il fasse le rolling de l'emballage, ce qui permet peut-être de booster. Donc des fois, on se remet peut-être en question tout le temps. Le produit à l'intérieur est le même. Mais après, il faut revoir ce qui coince pour que ça ne passe pas. Donc il y a des besoins qui sont exprimés, des besoins qui ne sont pas exprimés. Bon, qui sont les bénéficiaires de la qualité externe? Les clients de l'entreprise, les partenaires extérieurs. Quand un produit est bien fait, il se vend, les clients contents. Partenaires extérieurs, fournisseurs. S'il vous plaît, avant que vous passiez à un diaporama, on m'a signalé que ça n'a pas été signalé que tout ça c'était là-dedans et qu'on peut suivre en s'appuyant sur le support. Si, si. Parce que tout le monde n'a pas le support. D'accord. Bon, l'autre aspect de la qualité maintenant, c'est la qualité interne. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de faire de la production pour satisfaire, mais aussi au niveau interne. Est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on est dans nos coûts? C'est-à-dire, au niveau interne, qu'est-ce que la qualité? En entreprise, la notion qualité vient du taylorisme, mouvement qui prône la meilleure façon de produire. Réduction des temps, du délai et augmentation de la productivité. La démarche qualité donc est portée par la direction. Ça veut dire que vous ne pouvez pas initier une démarche qualité si elle n'est pas soutenue par la tête, la hiérarchie la plus puissante. L'objet de la qualité interne est de mettre en œuvre des moyens permettant d'améliorer l'organisation, de repérer et de limiter les dysfonctionnements, de réduire les coûts liés à la non-qualité. Une entreprise est alors performante lorsque le triptyque coût, délai, qualité, c'est-à-dire les ressources qu'elle met en œuvre, est justifié et efficace, lui permettant de se positionner avantageusement sur un marché en bénéficiant d'un ticket d'entrée élevé qui donne une marge d'avance sur la concurrence. Ça veut dire quoi? Vous voulez lancer sur un marché. Il ne suffit pas seulement à l'extérieur de réussir à se vendre, mais après, vous avez des délais. Le cas du vin, par exemple, vous avez un vin
qui doit fermenter peut-être 3 mois pour avoir une certaine qualité. Entre-temps, les employés, il faut les payer. Ils ne vont pas attendre 3 mois avant que le salaire commence à passer. Donc, il faut prendre en compte qu'il y a cette notion de qualité qui intervient. La qualité, oui, mais à quel prix? Alors, on se verra peut-être faire des fermentations de moins de 3 mois, juste parce qu'il faut réussir à tenir dans les coûts. Donc, c'est cette notion de délai. On parlait de la qualité de la matière première qui influence sur la qualité du produit fini. Il y a aujourd'hui au niveau du chocolat ce qu'on appelle des compounds. Voilà. L'appellation chocolat est une appellation contrôlée. Vous verrez sur Mambo, ils mettent avec au moins 30% de teneur en cacao. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire du chocolat avec 30% du cacao et que vous voulez mettre au moins, ça n'a plus l'appellation chocolat, ça a l'appellation chocolat compound. Et donc, ça a une influence sur le nom, mais juste que vous voulez aussi vous vendre. Donc, tous ces paramètres-là qui sont gérés souvent en interne pour pouvoir attaquer le marché. Donc, en réalité, la qualité se gère d'abord en interne avant de la mettre en externe. Parce que si vous ne maîtrisez pas beaucoup, après, vous n'allez pas vous en sortir. Dans le cadre de la gestion de la qualité, du point de vue industriel, la qualité est une cible dont les critères sont précisément fixés par rapport à des standards et normes. Étant donné que la qualité, c'est quelque chose d'assez virtuel. Alors, on essaye de mettre des normes pour pouvoir évaluer et quantifier la qualité, pour pouvoir mesurer la satisfaction au niveau ne serait-ce que en entreprise avant de la projeter à l'extérieur. Donc, la qualité industrielle est le résultat d'un processus de production ou de servition qui, à toutes les étapes de la conception, la mise en œuvre, le contrôle et l'élaboration et l'amélioration, obéit à un certain cahier de charge. Donc, on ne peut pas faire de la qualité si on ne définit pas au préalable un cahier de charge et si on n'a pas une bonne maîtrise des coûts. Les bénéficiaires de la qualité interne sont la direction et le personnel de l'entreprise. Ça veut dire que si l'entreprise maîtrise ses coûts, ça veut dire qu'elle pourra bien vendre et l'entreprise va grandir. La direction et le personnel de l'entreprise sont satisfaits. Les normes dans les entreprises de production. Étant donné que la qualité est une notion subjective, elle peut quand même se qualifier par des standards ou des normes. Nous avons plusieurs types de normes en fonction des processus utilisés dans les entreprises. C'est-à-dire les processus, c'est-à-dire les opérations qui sont exécutées dans les entreprises. Et on va vous présenter donc quelques normes. Donc on a la norme ISO 9000 qui est une norme de système de management de la qualité. Ici, toutes les entreprises, c'est une norme un peu généraliste. Elle n'est pas spécifique comme les normes qui suivront. Toutes les entreprises peuvent être certifiées ISO 9000 parce que c'est un ensemble de management de la qualité. Et on peut avoir la norme ISO 22000 qui est relative au système de management à la sécurité des denrées alimentaires. Nous comprendrons aussi donc que la norme ISO 22000 est spécifique aux entreprises agroalimentaires. La norme OSAS 18001 relative au management de la santé et sécurité au travail. La norme ISO 50001 relative au management de l'énergie. Donc nous avons dit que les normes, une entreprise choisit de se lancer dans les normes. Pourquoi? En fonction de l'objectif, du processus et de l'image qu'elle veut donner. Il y a des entreprises qui sont libres de se faire certifier ISO. Mais après, en fonction de l'image qu'elle veut donner, si elle veut dire je respecte l'environnement, elle se fait certifier ISO pour dire je produis en respectant, en protégeant l'environnement. Je produis en protégeant l'environnement. Donc, en dehors des processus, il y a donc l'image que l'entreprise veut donner d'elle-même. Les outils mis. Ceux qui s'engagent à une démarche qualité. Bon, la qualité en interne concerne l'organisation de l'entreprise, comme nous l'avons dit précédemment. Donc, elle regroupe l'ensemble des méthodes mises en œuvre pour organiser et améliorer la production, les conditions de travail et le management en général dans l'entreprise. Donc, parmi ces techniques de qualité, on peut avoir une technique comme le 5S, c'est d'origine japonaise et qui prône donc l'aménagement de l'environnement de travail, c'est-à-dire débarrasser, ranger, nettoyer. Si par exemple, si on est censé appliquer cette procédure-là ici, par exemple, on va se dire, bon,
qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Est-ce que c'est propre? Ça permet d'avoir un environnement plus sain. Et quand on est dans un environnement plus sain, on est forcément plus productif. Le Kaizen, c'est une démarche aussi qui consiste à enregistrer toutes les améliorations qui sont faites dans un procédé, la route de Deming, Plan, Do, Check, Act. C'est-à-dire qui prône l'amélioration continue. La démarche qualité n'est pas une démarche figée, c'est un processus permanent. C'est ce qu'on a dit, la route de Deming. Et AMDEC, ça permet de maîtriser un peu les coûts de production, repérer tous les dysfonctionnements, la qualité totale qui est basée sur la maîtrise en fait de tous les processus au niveau de la qualité et Six Sigma. Trois villes, on a pris 3 villes pour vous présenter un peu, faire un peu la différence. On a Yaoundé qui est dans la région du centre avec une population de près de 4 millions d'habitants, la capitale politique, siège et institutions. Douala avec une population de 3 millions, près de 200 000, capitale économique, siège de l'industrie. Et la région de l'Ouest avec Bafoussam, qui a une population de 1 900 000, capitale, on dirait, agricole du Cameroun, siège de l'agriculture, de l'élevage, fortement attaché aux traditions us et coutumes. Donc, on se pose la question, quelle est donc la motivation du consommateur face à la qualité? Bon, point de vue déjà... Je voudrais poser une question avant qu'on continue. Oui. On dirait siège de la culture et de l'élevage, fortement attaché aux traditions us et coutumes. Selon ces statistiques, on pourrait se dire que ces facteurs peuvent influencer le niveau d'exigence du consommateur. Yaoundé et Douala sont des villes plus urbanisées, plus industrialisées et peuplées que Bafoussam, qui aurait une influence sur le consommateur. Yaoundé, capitale politique, on a tous les jours des chefs d'État qui arrivent, des expatriés. Quand quelqu'un arrive dans un pays, il cherche d'abord à arriver à la capitale. Il y a plus d'émancipation dans ces villes. Même chose pour Douala. Avec des industries, on a des partenaires étrangers qui viennent installer, implanter des usines. Il y a plus d'échanges à ce niveau-là. Donc que ce soit à Yaoundé ou à Douala, on se rend compte qu'on a plus d'échanges avec l'extérieur. Et les gens qui viennent, ils y restent. Bafoussam, pourquoi on a l'impression que la qualité traîne à prendre à l'ouest? On se dit donc peut-être ce sont ces mentalités qui sont encore traditionnelles, rétrogrades, refus d'évoluer, refus de changer. On a vu que la qualité c'était une question d'amélioration continue avec la roue de Deming. Dans les années 90, on observait un phénomène, le phénomène des zones. Les zones A, les zones B, il était stipulé dans ce phénomène des zones que les zones plus reculées devaient avoir des rémunérations salariales moindres que celles qui étaient dans les villes urbanisées. Et ça, peut-être c'est resté. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que bon, les gens qui sont à l'ouest, le niveau de vie là-bas est moins cher et ils n'ont pas besoin peut-être de fortes rémunérations. Ils ne sont pas comme ça, ils ne connaissent pas et tout par rapport à ceux qui vivent en zone urbaine. Alors, on se dit, peut-être c'est ça qui a influencé peut-être le consommateur à l'ouest. Il ne se dégage pas, bien que ça a été banni. Juste ça a été banni. Il n'y a plus de zone A, de zone B, les zones où si quelqu'un travaille là-bas avec niveau licence, il va toucher une bonne rémunération. S'il veut travailler en région, il va toucher moindre. Donc, on se dit, qu'est-ce qui freine donc au niveau du consommateur à l'ouest? Est-ce que c'est parce que il n'est pas exigeant? Le consommateur à l'ouest, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas exigeant que la qualité ne s'imprègne pas encore bien? Parce que, comme nous l'avons vu, la qualité se définit par rapport à l'aptitude d'un produit à satisfaire les exigences intrinsèques. Et on a vu les différents. J'ai une question là, ne continue pas. En d'autres termes, vous êtes en train de dire dans les années 90. Oui. Je ne sais pas si vous avez des indicateurs pour justifier qu'aujourd'hui ce ne soit plus le cas. En fait, à mon niveau, oui. au niveau du Fonds national de l'emploi, Oui. pour ne pas tirer le nom à l'âge, Oui. je vois le comportement des entrepreneurs, ou du moins des chefs d'entreprise. Oui. Et vous justifiez encore le salaire à cause de ce que monsieur habite à l'ouest, ou va résider à l'ouest, ou bien va travailler ailleurs. Si aujourd'hui ça se fait encore, c'est de façon informelle, c'est de façon officieuse. Avant c'était carrément officiel. D'accord. Néanmoins, c'est regret.
J'ai du mal véritablement, votre diapositive 23. Oui. J'ai du mal véritablement à comprendre la qualification que vous faites de la qualité du consommateur. Vu que, en réalité, la qualité pour le consommateur est exactement liée au produit. Oui. Et j'ai comme l'impression que vous essayez de faire un rapprochement avec le pouvoir d'achat. Et pourtant, on sait très bien que la classe moyenne du consommateur, on n'est pas très éloigné à l'ouest par rapport à Yaoundé ou Douala dans la classe moyenne, vu le nombre de populations à Douala. Oui. De manière générale et statistique au Cameroun, la classe positionne la classe moyenne et les pauvres, c'est-à-dire le pouvoir d'achat ne peut pas être pris comme un élément pour justifier le fait que le consommateur ne puisse pas, je ne sais pas moi, bénéficier d'avoir une certaine culture, quoi, de la qualité. D'un autre point de vue également, les produits sont pratiquement les mêmes sur tout le marché, sur tous les marchés. Je prends le sucre, je prends tous les produits d'agroalimentaire, je prends des produits de l'électronique. C'est les mêmes produits à Douala, à Yaoundé, à Bafoussa. Quelle est la qualité de ces produits quand c'est que même dans ces produits il y a de la contrefaçon qui est de la non-qualité? Je ne sais pas sur quels critères, comment appréciez-vous la qualité du consommateur? Pour moi, les critères d'appréciation. De ce point de vue, je vous l'accorde, c'est en fait même ça le nœud du débat. Pourquoi on essaie de se poser la question? La qualité est liée au client. Le client, plus il est exigeant, plus il a un certain niveau de qualité. Maintenant, si vous partez du fait des produits agroalimentaires, des produits manufacturés, ça d'accord, je vous l'accorde, ce tampico qui se vend à Yaoundé à 100 francs se vendra forcément dans notre ville du Cameroun à 100 francs. Pourquoi? Parce que vous savez à la base que ce prix, on essaie de l'homologuer. Maintenant, quand vous venez pour résider à l'ouest, on dit par exemple, je ne vous cacherai pas dans la région du littoral. Vous allez, il y a la loi de l'offre et de la demande. Vous savez, vous pouvez vendre un poulet facilement à 5 000 francs parce que vous savez que la demande est forte. À l'ouest, je ne sais pas si vous permettrez d'élever les enchères face à un certain produit. Le régime de plantain, je ne vous cacherai pas. Vous allez ici, là, Carrefour total d'en bas, 1000 francs, 1500 maximum. Vous avez un régime très complet. Donc, point de vue vivrier, déjà, les habits aussi, les pressings de luxe, les super, les prêt-à-porter de luxe. Par exemple, les snacks et tout, il y a des, même au niveau de la détente, on dit à l'ouest il n'y a pas assez de pôles d'attraction et tout ça. Pourquoi? Parce que peut-être le consommateur ne veut pas dépenser quand on compare ces villes-là. Donc c'est tout ça qui intervient. Donc à Yaoundé, vous mettez un produit sur le marché, vous ne vous inquiétez pas, vous savez qu'il va se vendre. On produit des avocats à l'ouest, on les envoie, on les vend un avocat à 300, 400, 500, les gens vont acheter. Une abeille de se vend facilement à 2500, 3000. Mais ici, avec le gars, vous dit il faut faire s'abstenir. Le cas du carburant, sincèrement, je suis arrivé à l'ouest, je ne sais pas si on va goûter le prix du carburant. Parce que à Yaoundé, c'est plus ou moins effectif. Mais ici, j'entends encore 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Ils savent que s'ils passent seulement à 125 ou à 150, là, ce sont les mecs qui vont dire comment aller sur la récupérer. Moi, je voulais quand même réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, c'est M. Dia Stéphane, Oui. enseignant à l'UQTR professeur de Ok. Je voulais réagir par rapport à ce qu'il a dit parce que il a dit que la classe moyenne est plus ou moins la même à Yaoundé. Mais je pense aussi que la classe moyenne à l'ouest, en termes de pourcentage, ce qu'elle représente dans la population urbaine, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ce qui fait que le pouvoir d'achat, au final, va être toujours amené à la baisse. Mais permettez-moi, je vous comprends, mais permettez-moi, le pouvoir d'achat ne peut pas atténuer la qualité d'un produit. Ce n'est pas parce qu'un client ne peut pas l'acheter. Ce n'est pas parce qu'un client ne peut pas acheter un produit que ce produit n'est pas de qualité. Il faut qu'on soit clair. Il peut être un indicateur. Il peut être considéré. Il n'est pas question ici de pouvoir d'achat. Ça dépend. Il n'est pas question ici de la pouvoir d'achat, monsieur. Il est question d'exigence du client. Il n'est pas question du pouvoir d'achat, il est question d'exigence du client. Si vous permettez, dans l'intervention de Mme Topi, elle fait ressortir un élément important, la répartition sociologique
la population, la structuration sociologique. Parce qu'elle disait tantôt, la classe moyenne est peut-être quantitativement plus faible. Mais il y a un autre aspect. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez. J'ai fait 3 agences du Fonds national de l'emploi. Et on a un souci d'équité. Donc, dans nos procédures, nous envoyons 5 candidatures pour chaque poste. Vous demandez une question, on vous envoie 5 CV. Sauf si c'est difficile d'en trouver. Alors, à Douala et Yaoundé, je me suis rendu compte que systématiquement, il était facile de faire un équilibre régional. Ça, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va essayer de prendre 5 personnes de régions différentes. Ceci parce que nous intégrons aussi les mentalités, les pensées. Les gens pensent beaucoup que, je me suis entendu dire, telle structure étatique, c'est pour les gens de telle tribu, telle structure, c'est ça. Donc, on va éviter ça. Mais, j'arrive ici à l'ouest, je fais observer ça à mes collègues, on me rit, on me dit, mais tu viens d'arriver. Essaye donc de trouver 5 tribunes pour le poste, tes postes là pour voir. On va voir si tu vas satisfaire un employeur. En fait, ici, vous voyez la difficulté, si on prend Yaoundé et Douala, peut-être certaines autres villes, elles sont bien plus cosmopolites que les villes de l'Ouest. Alors, le fait que les villes de l'Ouest soient moins cosmopolites fait que certainement, il y a une mentalité, il y a certaines façons de faire qui sont propres à la culture et qui vont donc influencer également les comportements de consommation au-delà des questions de niveau pouvoir d'achat, etc., etc., etc. Lorsque je vais encore vers il y a même des chefs d'entreprise qui vous le disent carrément, ils ont fait d'autres villes du Cameroun, ils trouvent que dans les autres villes, on est un peu plus ouvert. Mais cette ouverture vient simplement du brassage. Oui, oui, exactement. Donc on va pas, il faudrait qu'on intègre aussi certainement cette dimension sociologique qui influence quoi que l'on dise. Je voudrais qu'on s'accorde sur ce concept de départ. C'est 15 minutes. Si on fait 3 heures, 3 heures, 3 heures. C'est vrai qu'on rebondit beaucoup. C'était juste pour. Je suis d'accord. D'accord. Je crois que pour la suite, on va laisser vraiment. D'actualité. Aujourd'hui en France, quand vous arrivez dans certains milieux, on parlera des produits à l'art. C'est-à-dire que naturellement, tous ceux qui sont musulmans ne se retrouvent pas dans les produits que les autres. Voilà. Donc il y a cet élément-là, mais ça ne devrait pas entamer l'aspect qualitatif. C'est-à-dire l'aspect qualité. Oui, oui. C'est-à-dire ce que ça veut dire. Les réalités socio-démographiques ne devraient pas entamer l'aspect qualitatif. Pour rejoindre un proverbe du coin qui dit le bien, il est bien. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas fatalement capable de dire que tel fait bien ou tel fait pas bien. Mais quand c'est bien, vous vous retrouvez là tous. Oui. Prenons un cas d'un produit comme la bière que nous buvons. Tout le monde, chacun a son goût. Et les gens se retrouvent à consommer sans jamais demander qu'est-ce qui est derrière. Oui. C'est-à-dire que la qualité est normée et on s'y trouve. Si vous allez dans la bière aujourd'hui, vous risquez de vous casser le cou si vous ne tenez pas compte du fait qu'il faudrait que tout le monde s'y retrouve. Donc, du coup, les entrepreneurs, tout au moins, ceux qui interviennent sur le marché de la consommation à l'Ouest, ne devraient pas simplement rester à dire, par exemple, bon, si ailleurs on est exigeant, à l'Ouest on le serait moins. Ce serait une erreur. C'est-à-dire, tellement une erreur que lorsqu'on se retrouve sur le marché, on se rend compte que ce soit sur le marché traditionnel, l'achat du poisson, vous trouvez des gens qui connaissent le poisson frais. Ils entrent dans une poissonnerie, ils regardent le poisson frais. Quand vous allez dans un supermarché à l'Ouest, ce n'est pas que les gens qui viennent d'ailleurs qui entrent. Les gens savent que si j'entre, je ne vais pas faire de publicité ici. Dans tel supermarché, vous trouverez des gens qui font les tours pour voir ce qu'ils peuvent acheter. C'est vrai que la dimension au prix existe. Moi, j'ai vérifié ça. Un monsieur qui vient demander du beurre. Il y avait les 400. Il dit non, c'est cher. Et je lui demande pourquoi je ne vois pas de beurre. Je lui demande pourquoi. Il me dit non, là-bas, on vend ça
à 1650, 1650, 2050, c'est cher. Le prix a été un élément, une barrière. Donc il faudrait quand même que nous qui intervenons comme des entreprises, qu'on se rende compte que le prix ne doit pas être une variable de distinction. C'est-à-dire qu'on dise que bon, ce supermarché c'est pour les riches. Du coup, vous cannibalisez votre marché. Qu'on se retrouve à dire, quand il y a un écart qui ne soit pas perceptible. Et ça par contre, voilà, où vous trouvez ça. Dans le supermarché, que vous ne sortez pas là, vous allez à vous trouvez les 400 francs. Les gars ont réussi à s'aligner. Les gars ont réussi à s'aligner. En dehors des produits d'un niveau, mais pour des produits de commun, de consommation, vous trouvez qu'il y a un alignement. Et or, s'il n'y a pas d'alignement par rapport, on fait donc que le supermarché devienne quelque chose pour d'exotique. Le gars est prêt à aller prendre un produit qui est même, la date est même périmée là, il achète au marché sans regarder. Parce qu'il ne tient pas compte de la date, alors que la date fait partie de nos prérequis. J'ai juste voulu contribuer pour dire que le marché tel qu'il est, il existe. Et aujourd'hui, c'est nous, en communiquant, c'est nous, en faisant bouger les barrières, qui devons dire que quand quelqu'un s'arrive le matin, il prend son avocat, il le paye, il mange alors qu'il a des millions. Quand on dit qu'on peut prendre du café, du cacao par exemple, je fais n'importe quoi. Vous voyez un peu. C'est à nous d'éduquer ce marché. Et en l'éduquant, il va se transformer. À l'Ouest, on était au point 2. On se disait donc, est-ce que la question est de savoir si c'est le produit ou le service qui ne veut pas s'arrimer au consommateur, entre guillemets non qualité, ou si c'est le consommateur qui ne serait pas prêt à investir davantage pour obtenir un produit ou un service donné. Dans ce cas, on parlerait de surqualité. Est-ce qu'il a les moyens suffisants, mais il ne veut pas acheter, ou bien c'est le produit qui ne le motive pas? Et on a déjà même largement débattu dessus. On va continuer. Nous avons mis les composantes de la qualité et ainsi que le prix qui est un aspect déterminant. Donc ce serait peut-être aussi un facteur qui influencerait. Et comme nous savons, derrière la qualité se cache un aspect réglementaire. Est-ce que les conséquences du non-respect des exigences réglementaires ont un effet, un impact sur le consommateur? Ici, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Si par exemple on a une certaine population, on se dit pour qu'un enfant mange bien, il faut manger peut-être 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est peut-être qualité nutritionnelle. Et qui ne respecte pas cette qualité nutritionnelle-là. Demain, on dit l'enfant est à l'hôpital parce que le kwashiorkor, le beriberi, tout ça. C'est pourquoi? Parce qu'au niveau de la qualité, on n'a pas respecté les exigences déjà qu'il fallait. Et est-ce qu'on est conscient donc de tous ces dégâts causés par la non-qualité? Moi, je sais, j'étais étudiant en Gandéré, on a dit qu'on devait monter le prix du taxi peut-être à 300 ou à... Parfois, on devait ajouter un 50 dessus, il était à 200, il est passé à 300. Les étudiants ont dit non, on préfère être 4 dans la voiture, 5, à condition qu'on n'augmente pas le prix. Là, vous voyez qu'on devient moins exigeant. Pourquoi? Parce que c'est un paramètre prix qui intervient. Donc, c'est un paramètre comme ça qui fasse en sorte que, bon, peut-être la qualité n'arrive pas à se déployer. Et dans toute démarche qualité, il y a la notion d'amélioration continue qui serait contradictoire avec le refus de changer les mentalités. Vous avez quelqu'un, il vous garde peut-être sa télé depuis 1990, il dit moi je l'ai acheté comme ça, les écrans plats sortent, il dit qu'il s'en fout, vous sortez n'importe quelle nouvelle technologie, il s'en fout, et quelque part donc, il crée une barrière. C'est tout ça aussi qui on se dit, bon, si on est à l'Ouest et que les gens ils sont attachés à leur tradition, à leur mentalité, ils créent donc des barrières, comment faire donc pour déplacer ces barrières? Donc je pense qu'on aura fait le tour. Et pour conclure, je pourrais dire pourquoi faire de la qualité son cheval de bataille. Parce que ça nous permet de mettre sur le marché un produit assez stable et qui sera reconnaissable par le client en tout temps et en tout lieu. Fidéliser la clientèle. Qu'un client est content, il revient et la publicité se fait toute seule. Faire grandir l'employé, les entreprises aussi sont plus prospères et avec les ouvertures sur le marché international. À qui profite la qualité? À tout le monde. Sincèrement, à tout le monde. Quand on fait de la qualité et qu'on a une bonne qualité, on maîtrise ses coûts, on donne une bonne qualité de service aux clients, l'entreprise se porte bien, le client se porte bien, le marché se porte bien, l'économie se porte bien, l'État se porte bien. Et les relations avec les autres partenaires aussi sont beaucoup plus durables. Donc, vous achetez par exemple quelque chose en Turquie,
vous achetez un appareil, vous venez vous installer, après 2 mois ça pète, vous n'êtes pas content, demain vous n'irez plus acheter en Turquie, ça crée une sorte de conflit. Par contre, si vous avez acheté ça peut-être d'un autre pays, vous avez été satisfait, vous êtes content de repartir dans ce pays-là et de développer même d'autres échanges. Donc, on aura donc essayé au cours de cet exposé de faire ressortir les différentes motivations que puissent jouer la qualité au niveau du consommateur à condition qu'il soit conscient. Et comme on dit, tout repose sur les clients. Et il n'est pas seulement question du pouvoir d'achat, il est aussi question de l'exigence du client. Si le client est exigeant, il a un certain niveau de qualité. S'il n'est pas exigeant, il n'a pas un certain niveau de qualité. Merci. Merci beaucoup à M. Kemenangi qui a largement dépassé son temps de parole. Et a permis quand même, je sens qu'on a envie de dire, il y a beaucoup de questions, mais je propose qu'on avance parce que le temps va quand même nous rattraper d'ici peu. Je propose qu'on avance et qu'on passe directement au second exposé et qu'on permette, s'il vous plaît, à l'exposant de finir. Sinon, vraiment, on va être très bousculé. Donc, je vais permettre à M. Christian Donalin de s'installer. Donc, il y en a aussi qui ont reçu les documents, les supports. Pour vous excuser, ils ne sont pas tout à fait prêts à temps parce qu'on a eu une grosse coupure de courant dans la journée. Et voilà, il a fallu trouver... il va falloir avoir un plan B quoi, pour qu'on puisse... les documents sont en train de sortir. Et puis vous avez la possibilité dans la suite de prendre vos notes et de poser donc les différentes questions. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Moi-même, je me souhaite la bienvenue. Je vous prie de faire comme moi. Applaudissez chacun pour soi. Je vais m'entretenir avec vous. C'est un échange. Je vais me débrouiller à être vraiment dans le temps, 15 minutes, afin de partager avec vous, simplement à titre de rappel, parce que ce n'est pas un enseignement. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. J'aurai certainement à reprendre une aussi sur la question de la qualité au sein d'une entreprise de service. Pour le cas de la cause, il a été retenu 3 types d'activités. Banque, microfinance, assurance, télécommunications. Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu, avec l'aide de l'équipe NTEE, pour élaborer quelque chose afin d'échanger avec vous. Alors, nous allons commencer premièrement par un exercice. L'exercice va consister à nous poser la question de savoir que représente la qualité pour nous. Je crois que ce serait peut-être du temps de revenir encore en arrière, on en a suffisamment parlé, on le sait à peu près. Seulement, en fonction de l'activité qui est la nôtre, qu'est-ce que la qualité de nos services? Comment est-ce qu'on pourrait l'appréhender? Comment est-ce qu'on pourrait la présenter? Et maintenant, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Si on pouvait se poser cette question, que pourriez-vous dire? Il y a des banquiers dans la salle, il y a des responsables de la téléphonie mobile, il y a des professionnels de la microfinance, il y a des industriels. Comment est-ce que vous appréhendez ça dans le cadre de vos activités, de votre secteur? Monsieur de Sopavin, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité. Comment est-ce que vous appréhendez la qualité à Sopavin? C'est-à-dire, ça passe par un produit qui se vend bien et qui a une belle image. Quelqu'un d'autre peut dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, madame. D'après moi, au sein de la microfinance, surtout la qualité s'apprécie plus au niveau de l'accueil. Parce que parfois, certains clients sont d'abord déçus au niveau de l'accueil. Quand ils arrivent, quand ils sont bien accueillis, ils sont d'abord, premièrement, même si à un niveau, bon, ça ne donne pas bien, mais au moment où on les a d'abord bien accueillis, ils sont... Ils essaient... Bon, je sais pas.
la maison, quoi. Dans la maison. Un autre avis? Je peux surprendre, mais souvent, quoi que face vous allez venir, dans un environnement très concurrentiel, je pense que la qualité, c'est un élément indispensable pour atteindre les objectifs. Prenons par exemple le cas de la microfinance. Je pense que le fait déjà, comme la dame disait tout à l'heure, de bien accueillir un client, ça le met dans des conditions où le message qu'on véhicule dans la prospection passe facilement. Donc, qualité aujourd'hui, quelle qu'en soit cette activité, cela a sa place. Un autre avis? Oui. Je dirais que chez nous, il y a 4 choses. L'accueil, l'écoute, la disponibilité et la célérité dans le service. C'est au travers de ce quadro que l'on apprécie la qualité chez nous. Oui. Ouais, pour les télécoms, c'est quoi? C'est la qualité du réseau, la stabilité du réseau. C'est comment les produits sont designés pour répondre au porte-monnaie. Hein? C'est le service après-vente. Je vous y attendais. Parce que nous revenons régulièrement vers vous. Le terrain se questionne énormément sur la chose qualité. La qualité, elle n'est pas palpable. Elle est intangible. Comment est-ce que les opérateurs, les industriels, etc., s'y prennent pour la rendre tangible? Voilà une question qui préoccupe les esprits. Comment est-ce qu'on fixe les objectifs qualité? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur le plan international, on procède par des référentiels, on procède par des démarches qui sont conceptualisées, qui aboutissent le plus souvent à des certifications, etc. Comment mettre en place des mesures qui permettraient de constater l'effort d'amélioration? Parce que le client est exigeant, le client n'est jamais satisfait. Sauf que comme il est roi, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des entreprises. Comment aligner les différents processus de sorte que tous contribuent à augmenter la qualité de l'offre? Parce que la qualité est l'aboutissement d'une convergence, d'une synergie de processus. Est-ce que, en tant qu'entreprise, nous avons une bonne connaissance des attentes de nos cibles, de nos clients, de nos consommateurs? Voilà des questions qui se posent. Est-ce que nous savons si l'offre qui est mise, le service qui est mis à leur disposition à travers l'offre qui leur est adressée correspond à leur attente, leur apporte un certain enchantement, une certaine satisfaction? Comment est-ce que nous mesurons cette qualité? Est-ce que les objectifs d'amélioration sont connus de tous les collaborateurs? Parce que c'est une démarche participative qui appelle la contribution, la participation de tout le monde en interne. Excusez-moi, j'ai un souci avec le document. Donc, ça c'est une première série de questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que nos collaborateurs connaissent leur contribution? Quelle est leur contribution? Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire pour participer à la qualité? Alors, c'est autant de questions qui nous permettent de penser qu'ensemble, on peut tenter ce soir de répondre à 4 questions fondamentales dans le cadre de notre travail. Qu'est-ce que la qualité dans une entreprise de service? Quels en sont les critères? Quelle en est la place et l'importance? Quels en sont les mécanismes de mise en œuvre? Alors, la qualité c'est quoi? On le sait, on ne va pas faire une nouvelle messe dessus. Sauf que, comme on l'a dit tantôt, elle a 2 aspects, objectifs et subjectifs. Parce qu'elle est directement liée à la personne qui va consommer le produit, qui est une personne physique. Là-dedans, on a les goûts qui sont variables, les couleurs, les sensations, les perceptions, la mode, les effets de mode, les taux, en ce qui concerne les services, 1 franc la minute,
5 SMS gratuits, autant d'éléments qui sont directement liés à la personne du consommateur. Sauf que, bien que nous parlons de qualité, bien que le service soit un service de qualité qui remplisse tous ces critères et tout, s'il n'est pas supporté par un processus qui aujourd'hui, on le voit bien, est encadré au sein des entreprises dans un document qui énonce bien les exigences, par quoi il faut passer. Il ne faut pas faire attendre le client parce que quand il attend trop, il estime qu'on ne fait pas attention à lui. Il ne faut pas que le service soit trop cher parce que tout le monde n'a pas la même bourse. Il faut que le service soit accompagné de 500 mégas de gratuité pendant 1 mois, pendant 6 mois. Tout ça, vous en tant que professionnel, vous avez des termes techniques par lesquels vous les qualifiez, mais ce sont autant de choses qui embellissent, qui suscitent l'attraction, qui suscitent l'intérêt ou même la fidélisation parfois du client ou du consommateur. Donc ce sont des éléments qui participent à ce qu'on a appelé le processus de qualité. Et ceci contribue également à rendre l'offre globale complète, parce que dans le service qui est proposé, chacun à son niveau, il trouve son compte. Même s'il n'y a pas de satisfaction totale ou parfaite, tout au moins, on est en mesure de dire qu'on peut charger son téléphone, on peut faire un transfert, on peut être bien reçu à la banque parce que j'ai un compte, mon gestionnaire me connaît. À la microfinance, ils savent que j'ai un poulailler, je veux augmenter ma capacité, donc ils sont venus voir, etc. Maintenant, la concurrence au niveau des services, elle fait partie de ce qui va avec. Vous n'êtes pas seul sur le marché. Il y a plusieurs entreprises comme vous qui proposent le même service, ou proposent les mêmes produits et qui parfois même suivent les mêmes canaux, les mêmes canevas de fabrication ou même de commercialisation ou de distribution. Il faut mettre en place des processus de qualité, car la constance d'un service est déjà en soi un grand attribut de qualité. Nous avons des services qui ne sont pas constants. Vous avez plein d'entreprises aujourd'hui, ou même hier, qui sont nées, qui ont commencé depuis un moment. Aujourd'hui, le produit était 100%, il était bien concentré, il y avait même un dépôt, mais après, c'est devenu transparent jusqu'au jour où ça a disparu, parce que, pour des raisons X ou Y, l'entreprise s'est trouvée obligée peut-être de fermer, de délocaliser, etc. Ce ne sont pas les raisons qui manquent. Tout cela nous amène à quoi? Les critères de la qualité, on l'a vu, on les a vus tout à l'heure. Ils se traduisent par la mise en place d'actions au sein de l'entreprise qui ont des objectifs principaux: la compétitivité, l'organisation interne, l'adaptation à l'environnement et aux évolutions réglementaires et commerciales. On a parlé de beaucoup de choses ici, sauf qu'il y a un élément fondamental. C'est que nous sommes dans un environnement réglementé. La loi évolue, la loi ne régresse pas. Même si où l'environnement réglementaire et légal participe de la qualité. Aujourd'hui, on a un problème qui se pose en ce qui concerne l'emballage de nos produits physiques. On dit les plastiques biodégradables. C'est la loi. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de ça. Peut-être que les professionnels appelaient ça autrement, mais nous, les consommateurs, on ne voyait pas ça comme ça. La loi aujourd'hui nous oblige à consommer et aux fabricants à fabriquer des plastiques biodégradables. C'est l'environnement réglementaire. Et avec une incidence commerciale, parce que c'est sur le domaine commercial que le problème ou la question se pose. Les dangers de la non-qualité par le coût peuvent être considérables. Si vous mettez sur le marché des produits non qualité, des produits de mauvaise qualité, naturellement, dès lors que le consommateur va se rendre compte, dès lors qu'il y aura des alertes, dès lors que les associations de protection des consommateurs vont ressortir le fait que ce produit est défectueux, il n'est pas bon, il est, etc., votre entreprise va prendre un coup sur l'image, et on sait ce que c'est. Personne ne viendra plus y acheter, vous allez perdre votre clientèle. Et si jamais il y aurait eu des dommages subis par des tiers, vous pourriez faire l'objet de poursuites judiciaires en réparation des dommages que vous auriez causés. C'est autant d'éléments
qui participent des critères qu'il faut prendre en considération quand on parle de qualité. Quelle est la place et l'importance de la qualité? Au niveau de l'environnement, on le voit. Quand vous arrivez dans une entreprise qui a un parking qui est dédié aux clients, vous arrivez dans une entreprise qui, à la salle d'attente ou à la salle d'accueil ou à la réception, a une hôtesse pour vous accueillir, vous servir du café, vous faire asseoir, vous sentez quand même qu'on fait attention à vous. Même si on ne sait pas encore pourquoi vous êtes là. L'environnement doit être agréable. Les professionnels de la téléphonie mobile ici connaissent parce qu'on voit comment ils aménagent. Dans les banques, on voit aussi les microfinances pareil. Ça veut dire que si le client n'est pas à l'aise, s'il ne se sent pas bien, dès la première impression, il ne va plus revenir. Il va même sortir. Vous ne saurez même pas pourquoi il est là. La rapidité du service, la célérité, il arrive. Il ne faut pas qu'il y ait un temps d'attente long. On le sait tous, ce n'est pas nouveau. Le sourire, il faudrait bien que les hôtesses qui soient à sa disposition, masculin ou féminin, soient accueillants. Vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un avec un visage fermé. Vous devez sourire. Et en matière de téléphonie, je ne sais pas pourquoi je cite beaucoup la téléphonie, mais c'est parce que c'est eux qui font beaucoup de bruit. Les banques sont très discrètes, mais ça se fait aussi dans les banques et les microfinances. Ça se fait. Il y a des opérateurs de téléphonie, notamment un que je connais bien en Afrique de l'Ouest, qui a mis en place ce qu'il appelle le guest. Great. Quand vous arrivez, on vous salue. Understand. Avoir de l'attention pour savoir pourquoi vous êtes là. Great. Understand. Explain. Il vous donne une réponse aux questions que vous posez sur les services ou sur les produits qui vous intéressent. OK? Great. Qu'est-ce que j'ai dit? Great. Understand. Il faut savoir si vous me suivez. Hein? Great. Understand. Explain. D'accord? S. Sell. Il ne vous écoute pas parce que vous parlez bien, parce que vous êtes trop beau, trop belle. Non, il vous écoute parce qu'il est en train de préparer sa riposte. Il doit vous vendre un produit. C'est dit. D'accord? Il doit vendre. Maintenant, quand il a vendu le produit, il ne va pas vous tourner le dos. Thanks. Merci. D'accord? Donc, chaque entreprise dans son secteur, en fonction de son secteur, développe des process comme ça pour marquer l'attention à l'égard du client. Les petits plus maintenant, c'est quoi? Les petits plus, c'est des petites choses que les entreprises développent. La personnalisation du service. Vous arrivez, on sait qui vous êtes. Ce n'est pas les numéros. Le numéro est très impersonnel parce que vous connaissez le système automatique de numéros qui s'affiche. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non. Nous sommes des êtres humains, on est des consommateurs, on veut quand même se sentir partie prenante de l'activité parce qu'on est consommateur. Alors, il y a des professionnels dans vos domaines d'activité qui ont eu la possibilité de ficher leurs clients. Et quand ils vous appellent, ou quand ils viennent vers vous, quand vous venez vers eux, ils vous appellent par votre nom. C'est des petits plus. C'est des marques d'attention. Alors, le service après-vente. Monsieur a parlé de service après-vente tout à l'heure. C'est l'un des points incontournables de la qualité. Vous avez vendu un produit, vous devez vous assurer que si le consommateur de ce produit revient vers vous, qu'il puisse avoir une écoute. Et lorsqu'il a une écoute, qu'il puisse avoir, même, je ne dirais peut-être pas une solution, mais qu'il puisse avoir une réponse. On n'a pas toujours des solutions clés en main. En entreprise, vous le savez mieux que moi, mais au moins qu'il puisse trouver une satisfaction à un niveau ou à un autre. Pour aller plus loin, l'entrepreneur qui souhaite améliorer la qualité de son service peut envoyer un questionnaire. Vous le savez, l'enquête de satisfaction. Ça vous permet en retour de savoir où il faut corriger, où il faut ajuster, etc., etc. Quels sont les mécanismes de mise en œuvre de la qualité? Là, on parle essentiellement de la démarche qualité. La démarche qualité, on le sait, c'est un processus. Ce n'est pas un tout déjà fait. C'est une réunion d'ensemble, c'est une mise ensemble de différents éléments, de différentes étapes.
il y en a qui ont opté pour la démarche par la certification. A parlé tout à l'heure d'un certain nombre de certifications ou de processus qui relèvent tous de la démarche qualité. Elle est un facteur de mobilisation de l'entreprise. 3 enjeux indissociables: économique, commercial, humain. Parce que vous ne pouvez pas entreprendre une démarche qualité sans faire intervenir vos collaborateurs, les parties prenantes internes, et même les parties prenantes externes. Tout ceci pour une meilleure performance économique. Tout ceci pour améliorer la satisfaction de ceux qui vont consommer ce que vous mettez à leur disposition. En vue de l'amélioration continue de la qualité des services, la démarche qualité se décline en série d'actions permettant à une entreprise d'améliorer sa compétitivité, d'améliorer son organisation, mais surtout, et ça c'est actuel, de s'adapter aux évolutions commerciales, réglementaires et à son environnement. Parce qu'il y a une époque où on parlait de la qualité seulement en termes de satisfaction du client. Mais aujourd'hui, on parle aussi de la qualité en termes d'adaptation. Parce que le consommateur est fluctuant. On l'a vu préalablement, il est changeant. La mode évolue, les tendances évoluent. En Afrique de l'Ouest, ils sont aujourd'hui à la 4G en matière de téléphonie. Nous ici, je crois qu'on est déjà à la 3G, sinon on a demandé l'autorisation pour accéder à la 3G. C'est autant d'éléments qui devraient permettre aux entreprises d'anticiper sur l'adaptation. Il peut changer un moment ou à un autre. Parfois même c'est le climat politique qui influence sur la façon de présenter son offre. Parce qu'il y a des susceptibilités ou il y a des tendances. Dans le cadre de notre travail, nous avons pensé que la route de Deming pourrait être plus adaptée. Il y en a beaucoup, mais on s'est dit qu'elle est la plus récurrente et peut-être par elle, on pourrait mieux y arriver. Alors, planifier ici, c'est déterminer les objectifs à atteindre. On le sait tous, c'est fondamental. Il faut maintenant mettre en œuvre les actions qui relèvent du plan d'action. Il faut vérifier la mise en œuvre de ces actions. Et il faut définir les priorités d'amélioration. Parce que la qualité consiste à réduire l'écart entre la qualité attendue par le client et la qualité qu'il perçoit en réalité. Donc, partir de cet amont pour arriver à l'aval. Parce qu'au finish, c'est le consommateur qui nous attend. C'est le consommateur qui va apprécier, c'est le consommateur qui va se prononcer. Et le rendu qu'il va faire aura une influence sur la courbe des ventes ou même sur l'image. Les enjeux de la qualité pour une entreprise. Nous avons compris que, à tort ou à raison, la qualité est un levier de compétitivité. C'est vrai que qualité, coût et délai constituent 3 contraintes indépendantes, mais en fait, au-delà du prix, la qualité des services et des prestations qui les accompagnent constitue de véritables critères de différenciation concurrentielle. Parce que c'est sur la base de ça que le client opère son choix, qu'il adhère à votre produit, à votre service, ou au produit ou au service de votre concurrent. Donc, en dessous de la question de l'enjeu de la qualité, il y a une grosse question de concurrence. On conclut que les clients ou les consommateurs ont des exigences de qualité et de performance grandissantes vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis des fournisseurs de services que vous êtes tous. Ils ont des exigences croissantes en matière de qualité, mais aussi de service. Le développement des outils de communication, notamment Internet et tout ce qui va avec, les forums comme celui-ci, et les techniques de marketing
les pousse à faire jouer la concurrence. Parce que participer à un forum comme celui-ci permet à quiconque d'avoir les tendances de telle ou telle entreprise relativement aux produits ou aux services qu'elle commercialise, et de pouvoir maintenant, sur la base de son raisonnement personnel, de ses analyses personnelles, anticiper ou préparer un choix qu'il va faire dès demain samedi à l'égard du service de X ou du service de Y. Donc, nous avons pensé que l'enjeu aujourd'hui n'est plus seulement de réduire les coûts, les délais, mais de s'adapter en permanence à l'organisation afin qu'elle réponde par sa réactivité et sa flexibilité aux évolutions de plus en plus rapides des technologies et des marchés. Tout va vite aujourd'hui. Donc, il faut amplifier la diffusion des démarches qualité. Nous avons dit dans notre propos, vous verrez dans le support, que la démarche qualité est un élément sensible. Sauf que il n'y a pas beaucoup de diffusion, ou du moins les entreprises ne sont pas encore toutes aujourd'hui réglées sur la diffusion de leur démarche. Peut-être parce qu'elles ne sont pas prêtes, peut-être que la démarche en elle-même n'est pas prête en interne, mais il faut pouvoir la mener jusqu'au bout, la sortir, comment on appelle ça, la mettre sur support et la diffuser afin que quiconque, dès son arrivée dans vos bureaux, dans vos boutiques, pour ceux qui vendent dans des boutiques, puissent avoir connaissance de votre démarche qualité. Ça peut être un élément de fidélisation, ça peut être un élément qui va convaincre l'acheteur. Donc au final, la qualité doit permettre de renforcer la confiance des utilisateurs, de fidéliser les clients, de valoriser le savoir-faire des entreprises, de supprimer les coûts inutiles et par conséquent et surtout de valoriser les performances économiques globales de l'entreprise, parce que la qualité participe de cela. En gros, voilà en quelques mots, vous verrez mieux dans les supports, le balayage que nous avons fait pour évoquer un peu la qualité des services dans les entreprises de services. Je vous remercie. Pour votre information, s'il vous plaît, il y a des supports qui ont été préparés sur ce travail, qui sont vraiment pratiques, qui vont vous être diffusés tout à l'heure. Je vous remercie. Merci à M. Lem. Avant qu'on enchaîne avec le troisième exposé, je veux simplement vous rappeler que vous avez reçu des petits papillons avec entrée. Donc, vous pouvez cocher l'un ou plusieurs plats que vous voulez et quelqu'un va passer récupérer et vous allez être servi. Donc, on peut commencer. Enchaîne directement avec l'exposé pour qu'on ait une discussion plus large et plus globale qui va à la fois interpeller un ou un autre exposant. Bonsoir à tous. Donc, vous avez remarqué, mon nom n'est pas compliqué, c'est juste 3 syllabes. Kuembo. Et le prénom c'est 2 Herman. J'aurais besoin de l'assistante de Mme Topi, comme ça je pourrais être plus libre. Voilà, donc vu que le temps est assez court, je vais essayer de réussir le challenge d'être plus court que mes prédécesseurs. On ne va pas suivre l'ordre habituel, donc on va descendre à comprendre. J'ai été invité à participer à cette soirée. J'ai bien noté la spécificité, bien qu'il fallait relever, n'est-ce pas, la spécificité des aspects de l'autre exposé par rapport à la région de l'Ouest. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc voilà, je ne sais pas si tu as de slide ou pas. Et donc, comme vous a dit Madame Topi, j'ai travaillé à EDA, j'ai travaillé à Douala, à Ngaoundéré, à Bafoussam, maintenant à Yaoundé avec le centre sud, et aussi j'ai parcouru une dizaine de pays d'Afrique où je travaillais chez Alucam comme commercial export. Alors, lorsqu'on parle de comportement du consommateur, alors j'ai pris le document au milieu. Le comportement du consommateur est cette chose-là, n'est-ce pas, qui nous permet de savoir pourquoi est-ce que le client achète.
Avant de continuer, j'aimerais avoir une petite précision. Quels sont ceux qui sont dans les fonctions commerciales ici? Qui peut donner une idée? Seulement 2, 3, quand même, 2, 4, 6, 8, voilà, 10, voilà, une dizaine. Alors, lorsqu'on a en face de nous un client, nous avons une offre à lui proposer. Hein? Nous souhaitons qu'il y ait une rencontre entre cette offre et notre client, qu'il y ait un échange, mais simplement, souvent, a priori, nous ne savons pas, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'il va acheter. Ou mieux encore, pour ceux qui sont des commerciaux, est-ce que lorsque vous avez réussi une vente, est-ce que vous réussissez à déterminer a posteriori pourquoi est-ce que ce client a acheté chez nous? Cette question est importante. J'ai vendu un produit, j'ai vendu un service, mais est-ce qu'on se pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce que ce client a acheté? Alors, le client achète parce qu'il a des comportements. Et pour comprendre ces comportements, n'est-ce pas, on doit parler un peu de la notion de besoin. Il y a des besoins, n'est-ce pas, qui sont génériques, liés, n'est-ce pas, à la nature humaine, n'est-ce pas. Il y a d'autres qui sont, n'est-ce pas, sociaux, liés à la société, à la culture, n'est-ce pas. Il y en a qui sont abstraits, d'autres sont concrets. Ok? Et donc, en fonction de ces besoins, donc, il y a des motivations, on continue, qui vont, n'est-ce pas, pousser le consommateur ou le client, n'est-ce pas, à établir, à commettre l'acte de vente. Alors, qu'est-ce qu'une motivation? C'est une pulsion qui pousse vers une action. Et pour mieux la comprendre, on va l'opposer, n'est-ce pas, au terme de frein. Hein? À la différence d'une motivation, n'est-ce pas, un frein, c'est une position négative qui empêche à l'action. Alors, la motivation de ce client devant vous, elle est souvent cachée. Parce que ces motivations relèvent un peu du domaine de la psychologie. Il y a des raisons qui sont abstraites, concrètes, qui sont de la culture, n'est-ce pas, qui sont de l'éducation, qui sont, n'est-ce pas, des croyances religieuses et autres. On continue. Donc, pourquoi est-ce qu'il vient vers nous? Les spécialistes ont déterminé, la liste n'est pas exhaustive, certains mobiles, on dit, sont mobiles. Pourquoi est-ce que le client vient chez nous? Ce n'est pas exhaustif, mais ceux qui pratiquent la vente vont certainement remarquer que ces quelques mobiles qui sont cités représentent les plus importants. Lorsqu'un client vient chez nous, souvent c'est parce qu'il veut satisfaire un besoin de sécurité. L'occasion, l'opportunité. Et si je parle du cas de la sécurité, et c'est dans tous les domaines, que ce soit dans les services, que ce soit dans les produits. Tout à l'heure, M. Kana, bien ça, parlait de la dame qui hésiterait à acheter un produit artisanal au profit d'un produit industriel, donc qui est supposé être fabriqué dans des normes plus sérieuses. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que son enfant ne tombe malade. Donc voilà un client qui exprime, n'est-ce pas, une motivation de sécurité. Elle est prudente. L'occasion, lorsque vous voyez les vendeurs à la sauvette, ou bien vous voyez souvent des gens qui parcourent les bars le soir à 23h à minuit, pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est parce qu'il y a des clients qui achètent par occasion, par opportunité. Et dans ce cas, il faut être présent. La nouveauté, une fois de plus, c'est aussi un critère qui s'applique sur certains types de critères. On a parlé de la téléphonie tout à l'heure. Il y a des gens qui aiment savoir qu'ils sont à la mode. Ils ont le dernier téléphone, ils ont le dernier poste de tout. Il y a le mimétisme. Très souvent, c'est courant. Il y a beaucoup de gens qui achètent parce que le voisin un machin, le voisin aussi est passé avec un petit hier, et ses enfants racontaient que hier chez le voisin on buvait Tampico, mais en fait il l'achète pas parce qu'il aime Tampico, mais c'est parce que ses enfants lui ont dit tiens, on a bu Tampico chez le voisin hier, mais le voisin là il croit que quoi? Il croit que moi aussi on peut boire Tampico chez moi. Alors, obligation, on a parlé de la réglementation et de la qualité. Aujourd'hui, on utilise tous les plastiques bio. Dans certains cas, on n'a pas le choix. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre des plastiques bio? Mais je suis obligé. Et je dois même acheter pour les utiliser. Donc, il y a donc cette série de principaux mobiles. Mais sauf que,
Le client ne vous dit pas quel est son mobile. Vous devez le découvrir. Et c'est là donc maintenant où l'idée de comparer les marchés est intéressante. Pour mieux comprendre comment est-ce qu'il faut qu'on utilise, n'est-ce pas, la notion, n'est-ce pas, de comportement du consommateur avec ses mobiles, il faut donc rentrer plus haut pour comprendre, n'est-ce pas, quel est notre métier. Une entreprise a pour but, n'est-ce pas, de vendre. Et pour vendre, il faut être sur un marché. Sur des bouts. On ne peut pas parler de comportement du consommateur sans parler de marché. Parce que c'est sur le marché qu'on fait un échange. Une entreprise a pour but, n'est-ce pas, de vendre un produit ou un service. Et elle le vend où? Elle le vend sur un marché. Bon, il y a plusieurs types de définitions des marchés. Le marché peut être comme un lieu de rencontre d'offres et de la demande. Sur le plan de marketing, c'est le marché de l'ensemble des individus et des organisations consommant ou susceptibles de consommer un produit ou un service dans une zone géographique donnée. La notion de zone est très importante. Parce qu'un marché est souvent délimité. Moi, je suis dans cette salle avec mon collègue qui est aujourd'hui responsable d'agence Alios Finance de Bafoussam. Moi, je suis responsable d'agence Alios Finance de Yaoundé. Nous sommes tous responsables d'Alios, mais chacun dans son marché, avec ses spécificités. Donc, du coup, lorsqu'on parle de marché qu'on l'a défini, ça veut dire que la notion géographique, délimitation, avec maintenant, après, au niveau de la compréhension des comportements, des habitudes qu'on doit maintenant harmoniser avec notre offre, n'est-ce pas, entre en compte. Donc, il faut connaître ce que c'est qu'un marché. On a quelques définitions. Le marché aussi, il faut le comprendre comme la cible du vendeur. Mon marché, c'est quoi? C'est ma cible. C'est l'ensemble de mes clients potentiels. Ça peut être un groupe homogène, comme ça peut être un groupe hétérogène, situé à une ou plusieurs places. Donc, ça intègre, n'est-ce pas, plusieurs variables, plusieurs paramètres. On va continuer. Et donc, lorsqu'on parle de marketing, ce schéma nous donne une idée un peu claire. Parce que le marché en marketing, en anglais, c'est market in, le marché en action. Et là, on a notre entreprise, on a les concurrents, on a les distributeurs, dont les intermédiaires, on a des prescripteurs, on a des acheteurs, on a les consommateurs finaux. Parce que l'acheteur n'est pas souvent le consommateur final. Le prescripteur n'est pas souvent l'acheteur. Et le distributeur encore moins. Donc vous voyez un peu, quand une entreprise est située là, entre elle et celui-ci, il y a peut-être 3-4 intermédiaires. Mais son but final, lorsqu'elle fait ses études de marché, lorsqu'elle conçoit son produit, est-ce qu'on passe à la satisfaction? C'est pour satisfaire celui-ci. La qualité de son produit dit qui? Celui-là. Au final, qualité globale, pour qui? Pour lui. Mais il faut pouvoir, n'est-ce pas, intégrer ça sur toute la chaîne. Et avec chacun maintenant, ses comportements, ses habitudes, tout, son mobile. Il faut faire bouger chacun, n'est-ce pas, de ces intermédiaires lorsqu'on est sur le marché. Bon, je tiens aussi à faire une petite précision tout à l'heure, c'est que ça va remonter encore plus haut. Dans l'évolution, n'est-ce pas, des entreprises, hein, on a eu une époque de production, n'est-ce pas, où il était important de produire, et puis, depuis les années 90, n'est-ce pas, on est, n'est-ce pas, dans un marché de plus en plus concurrentiel, où il faut penser marketing à la satisfaction du client. Il y a la concurrence, il y a un nombre trop important de produits, et donc le tout n'est pas de mettre un produit sur le marché. Ok, on va continuer. Et donc toujours dans l'environnement de l'entreprise, on a, n'est-ce pas, des éléments économiques, institutionnels, politiques, technologiques, socio-démographiques, socio-culturels et autres. Et tous ces éléments-là vont influencer après sur le comportement du consommateur au final. Alors, voilà, on va dépasser encore. Pour continuer, après on va parler, n'est-ce pas, des mobiles. Si je prends le cas de Bafoussam, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque je suis arrivé à Bafoussam comme responsable d'agence, devant l'agence d'Alios Finance à Bafoussam, il y avait une croûte de boue comme ça sur le pavé. Et lorsque j'ai demandé à mon collègue qui était là, mais pourquoi est-ce qu'on ne dégage pas la croûte sur le pavé, il me dit, on n'a pas essayé.
Je lui demande que, mais pourquoi on n'a pas essayé? Il me dit, il ne sait pas, mais ça va être compliqué. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que ça peut être compliqué de dégager une croûte de 10 cm de bout sur le pavé, alors que lorsque vous regardez la télé, vous remarquez qu'en Europe, on envoie des fusées sur la Lune. Probablement, si on y pulvérise un peu d'eau régulièrement, la croûte va sauter. J'en parle pourquoi? Parce que lorsque vous avez été souvent en dehors de Bafoussam, il y a des stéréotypes. Et lorsque j'étais enfant, je suis né à Yaoundé, mais je suis de l'Ouest, je suis Bamileke. Lorsque j'étais enfant, il y avait des idées qui circulaient à Yaoundé, par exemple, comme quoi les Bamileke sont sales. Et ces stéréotypes, n'est-ce pas, sont souvent animés par des comportements que nous avons. Est-ce qu'il est compliqué de dégager une coupe de bouche là, sur le pavé? Non. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Pour dire que c'est un cas isolé, mais qui peut frapper quelqu'un qui, de passage à Dieu dans Bafoussam, va se dire, tiens, les Bamileke sont ça. Mais est-ce qu'on peut intégrer ça comme variable par rapport à l'offre que nous faisons? Nous sommes une société. Les clients qui viennent chez nous, pourquoi est-ce qu'ils achètent? À partir du moment où nous ne savons pas quel est, au fond, qu'est-ce qui le motive, nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Et si moi j'ai une croûte de boue de 16 cm devant l'entrée, et que j'ai un client qui est sensible au confort, qui veut traiter avec une entreprise dans un cadre agréable, tout de suite, je l'exclus. Donc pour dire que, à partir du moment où on recherche les principales raisons pour lesquelles un client peut venir chez nous, on doit élargir au maximum nos atouts pour pouvoir avoir le maximum de chances. Alors, si je prends encore une fois de plus un exemple de l'Ouest par rapport aux autres cas, lorsque vous travaillez au nord, dans la région du nord, un consommateur ou un client musulman vous dit rarement non. Même s'il ne veut pas acheter votre produit, il vous dira oui. Et je vous dirais que chaque fois qu'un musulman du Nord vous dit oui, faites attention. Tant qu'il n'a pas fait une objection, sachez que vous n'êtes pas encore prêt de lui vendre votre produit. Voilà par exemple quelque chose qu'il faut intégrer lorsqu'on est dans le Nord. Lorsque vous allez voir un client du Nord, ça c'est en termes de comportement du consommateur. C'est à partir du moment où quelqu'un au Nord commence à vous dire mais c'est quoi ton produit là même? Il est même un peu cher. À partir du moment où il commence à être intéressé, vous savez que votre processus de vente est en marche. Mais si vous dites oui, il n'y a pas de problème, je vais acheter, sachez qu'en fait, il ne veut pas acheter. C'est une question de mentalité. C'est des gens qui sont sur toi, qui disent pas. Pareil, lorsque vous allez chez eux, ça c'est ce que j'appelle, pour ce qui est du mobile, n'est-ce pas? C'est des gens courtois. Pareil chez eux, lorsque vous allez, ne leur proposez pas votre produit. Allez leur dire bonjour. C'est des gens qui aiment de l'indépendance. On leur donne l'impression que c'est eux qui ont décidé. Donc quand vous allez, oui, mon Blackberry c'est très beau, Allah dit que tout ça, ça ne l'intéresse pas. Causez avec lui, dites-lui en passant que non, mon entreprise a même sorti un nouveau produit. Et moi j'ai utilisé, c'est pas mal. Vous avez entendu parler de ça? Ah non, ça ressemble même à quoi? Ah, je vais voir. Quand vous partez, il va rester certainement demander à quelqu'un que quelqu'un m'a parlé de quelque chose, c'est moi quoi cette affaire. Mais lorsque vous arrivez tout de suite et que vous lui montrez que oui, c'est vous qui connaissez tous les produits et que c'est vous qui savez ce qui est bien pour lui, il ne va pas acheter. Il ne va pas acheter. Donc, pour dire que, par exemple, par rapport à l'Ouest, ici, à Bafoussam, la première chose qu'un client vous demande, c'est que ça coûte combien? Ça coûte combien? Et justement, ne faites pas l'erreur, en fait, de par mon expérience, de commencer à lui démontrer que c'est trop moins cher. Parce qu'il y aura toujours plus moins cher que vous. Mais en réalité, il faut savoir pourquoi il bouge. Ceux qui sont commerciaux, eux savent que la plupart du temps, on ne vend pas parce qu'on a un meilleur produit, mais parce que c'est vraiment moins cher. Mais c'est beaucoup plus parce qu'on a créé une relation d'affection, d'amitié avec la personne. Généralement, à l'Ouest, les gens achètent, n'est-ce pas, par affinité, par affection. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais il ne va pas arrêter de vous poser toujours la question, ça coûte combien? Mais ayez le réflexe lorsqu'il a un deuil, lorsqu'il a un funérail, de l'assister
Et après, la prochaine fois, c'est lui qui vous appelle, mais tu disais que ton truc là, c'est quoi? Il ne fait plus attention. Et donc, c'est pour dire que tout dépend toujours de la situation. Si c'est une entreprise, par exemple, l'entreprise a quel âge? Elle a quelle taille? Et dans quel secteur d'activité? Et dans quelle zone géographique? Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand vous rencontrez un jeune promoteur d'entreprise, avec qui serait un distributeur, comme on a vu, il a un souci de lancer sa société. Donc, il faut qu'il fasse la rentabilité. C'est pas pareil lorsque vous rencontrez un monsieur qui a une entreprise qui a déjà 20 ans. Il a un besoin de reconnaissance. Il veut savoir qu'il traite avec NTM, à la limite, même si ça ne lui rapporte pas grand-chose. C'est une question de prestige. Donc, c'est pour ça que la notion de comportement du consommateur, qui est une notion, n'est-ce pas, psychosociologique, est très importante, mais beaucoup de gens n'y consacrent pas suffisamment de temps. Quand c'est un individu, c'est pareil. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Il a quel âge? On parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat. La catégorie socio-culturelle. Moi, j'ai des amis et clients qui sont des transporteurs de personnes. Et je leur dis tous les jours, mais on ne peut pas continuer à voyager entre Douala et Yaoundé, entre Bafoussam et Yaoundé ou bien Bafoussam et Douala comme on le fait. Parce que les conditions de transport sont vraiment... Merci pour l'expression. Moi, j'ai souvent été obligé de payer 2 places pour voyager. Parce que lorsque vous prenez une seule place, c'est tellement inconfortable. Mais aujourd'hui, ils sont bloqués sur le fait que non, c'est ce qu'ils me disent, ils sont de l'Ouest comme moi, les Bamileke veulent le moins cher. Il y a quand même de plus en plus une évolution que j'ai envie d'intégrer maintenant. Si nos parents avaient un pouvoir d'achat faible, on a parlé de la classe moyenne aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une classe moyenne qui justifie que 2 ou 3 fois par semaine, moi j'ai demandé à mes amis transporteurs que, est-ce que vendredi et samedi, vous ne pouvez pas nous mettre 2 prestiges pour permettre des fois que si quelqu'un ne peut pas prendre sa voiture, ça coûte cher, qu'il puisse voyager dans des conditions meilleures. Donc, la notion aussi du comportement des consommateurs, des groupes socio-culturels, elle évolue. Elle évolue. Est-ce qu'il n'y a pas une population à l'Ouest avec un pouvoir d'achat suffisant qui justifierait qu'on nous offre un service de transport de meilleure qualité, même 2 fois par semaine? Voilà les enjeux qui concernent les commerciaux aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le client achète chez moi? Et après qu'il rejoint la mission de qualité, de satisfaction. Pour tout ce qui est assis aujourd'hui, je suis sûr que s'il fallait payer des fois 2000 francs en plus pour être un peu plus à l'aise, pour aller à Douala ou à Yaoundé, peut-être vous le ferez et être content. On est en train d'observer un phénomène un peu nouveau. À Yaoundé, entre Yaoundé, voilà, Touristique Express, qui a lancé un bus prestige. Et il est le prestige, je crois, de toute l'histoire des prestiges, le plus cher actuellement, parce qu'ils sont passés à 8000 francs. Mais le taux de remplissage est de plus en plus élevé. Mais pourquoi? Parce que de plus en plus aussi, le consommateur en a pour son argent. La notion du pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat qui sont capables de payer? Et est-ce que lorsqu'ils ont payé, ils sont satisfaits? Et maintenant, comment ça? Pourquoi est-ce qu'ils payent? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus chez nous? Parce que la classe moyenne a besoin de voyager avec plus de confort. Si on regarde leur mobile, n'est-ce pas? Bien-être. Donc, c'est pour dire qu'il y a un questionnement à se faire en ce qui concerne les marchés, notamment ceux de l'Ouest. Le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on est encore focalisé sur les comportements d'il y a 20-30 ans. Parce que nous-mêmes, nous sommes un peu prisonniers des stéréotypes. On pense encore que le marché de l'Ouest, c'est comme il y a 20-30 ans. On a parlé de la population, on a parlé de la classe moyenne, il faut maintenant aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? J'ai entendu le débat sur l'agriculture. Moi, je peux vous confirmer que la région de l'Ouest est le 3e marché au Cameroun. Après Douala et Yaoundé, c'est-à-dire le littoral et le centre, c'est l'Ouest, en termes, n'est-ce pas, de volume d'affaires. Et je tiens à rappeler que ce volume d'affaires, c'est-à-dire que la valeur ajoutée créée à l'Ouest est faite essentiellement grâce à l'agriculture. C'est des populations agricoles.
Les comportements du consommateur, une fois de plus, avec la notion de qualité. Moi, quand je vais dans mon village aujourd'hui, la paysanne a envie de manger du riz. Elle a envie de manger des spaghettis. Mais ma grand-mère, elle mangeait le couscous de maïs tous les jours. Les comportements des consommateurs évoluent. Qu'est-ce qui fait bouger les gens? Parce que les gens aspirent, n'est-ce pas, à être plus en sécurité. Il y a beaucoup de jeunes femmes dans nos villages qui ne boivent plus le vin du pan parce que les signes ça leur fait mal au ventre. Ils aimeraient boire Tampico. Et c'est de plus en plus un marché. Il faut adapter le coût, donc le produit, à ce pouvoir d'achat. Donc, moi, je vous interpelle. J'aimerais terminer en parlant toujours de la qualité. L'expérience des pays développés comme l'Allemagne est basée sur le développement des petites entreprises. Lorsque j'ai entendu le débat sur la qualité, j'ai été un peu déçu de voir qu'il concerne beaucoup plus les grandes entreprises, l'industrie. Moi, je vous interpelle, les commerciaux, les promoteurs, les gens des services. Comment est-ce que des petites entreprises, des promoteurs individuels peuvent analyser les comportements des consommateurs, leur évolution et mettre sur pied un système, un processus qualité qui leur permet d'être efficaces, compétitifs sur le marché. Je vous remercie. On va répondre à la question. Voilà, monsieur Delbar réagit. Je vais peut-être la synthèse des avis qui nous ont entretenus ici. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, la notion de culture. Je pense que nous devrions promouvoir la culture de la qualité, qui passerait par une sensibilisation, des formations même, pour amener tant les producteurs que les consommateurs, petits, moyens et grands, à intégrer ce que c'est que la culture de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, autant du côté des consommateurs que du côté des fabricants, il y a des vides dont certains profitent pour duper les autres et d'autres se justifient pour ne pas accéder aux services ou aux produits. J'aimerais, ceux qui sont commerciaux, est-ce qu'une ou deux personnes peuvent nous dire, au courant de cette semaine, pourquoi est-ce qu'un ou deux de leurs clients ont acheté leurs produits? Ils ont eu l'impression d'avoir perçu les motivations de ce client. Voilà. On peut peut-être rappeler, remettre la liste des quelques principaux. Les motivations. C'est-à-dire deux commerciaux, peut-être commerciaux dans la salle, qui peuvent nous dire pourquoi est-ce que les raisons pour lesquelles ils ont réussi une vente, c'est ça? Oui. Les commerciaux là, je veux désigner. Hein? Quel tonton, il y a les commerciaux ici. Non, c'est pour ça que l'agence. Non, mais il y a les commerciaux. Tout à l'heure, on a vu les doigts se lever. Voilà. Monsieur, oui, mais ça c'est un gars commercial, non? Ou bien? Ok, si tu veux. Ah, d'accord. C'est lui seul. Il y a la prudence, la sécurité. Vous voulez que je parle d'un produit où on doit... Oui, on aimerait vraiment comprendre. Parce que moi, je dis pour tous ceux qui sont commerciaux, essayez autant que faire se peut de comprendre quand vous avez bouclé une opération, pourquoi est-ce que ce client a vendu. Et donc, ça veut dire que quel est notre acheté, pardon, quel est notre critère, hein? Quel est le critère de vente, quel est l'argument du produit qu'il a atteint et qui pourrait donc le satisfaire. Je pense que ça tombe bien parce que M. Tenancon est en charge d'un nouveau produit à MTN. Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé un marché, une cible réelle pour ce produit qui a l'air d'être justement un produit de surqualité, quoi? Ok. Il veut dire que, comme on le dit, les comportements à l'ouest sont assez durs. Et il faut travailler le terrain, il faut travailler, il faut rester, il faut aller et revenir pour pouvoir convaincre le client et lui faire passer ce qu'il peut entendre, ce qui peut l'aider.
Je parle beaucoup plus de la sécurité, de la nouveauté, de la mode. Aujourd'hui et demain, beaucoup de communications en entreprise vont se faire par des mails. C'est digital. Et donc, il faut pouvoir démontrer et faire, faire que l'interlocuteur comprenne la sécurité, la mode et même l'obligation de la loi qui va arriver bientôt. En ce qui concerne les entreprises qui communiquent avec les partenaires extérieurs, quand ils envoient un email, s'ils envoient un email avec un nom de domaine Yahoo, ça risque de prêter à confusion. On peut dire que c'est un scammer. Ça ne semble pas être du sérieux. Donc pour une entreprise qui doit se respecter, qui veut sauvegarder sa marque, protéger sa marque, sa crédibilité et tout ça, et sécuriser même ses informations, il doit pouvoir avoir une adresse email professionnelle. L'adresse email professionnelle ici, c'est quoi? C'est qu'il doit avoir un nom de domaine d'abord, le nom de l'entreprise. Au lieu d'avoir, hier c'était, je prends n'importe qui, entreprise, nous sommes ici à Saré. Saré va dire, ok, hôtel Saré @yahoo.fr. Mais lui va dire que c'est son adresse professionnelle. Alors que l'adresse professionnelle, il y a quoi là? Hôtel Saré @yahoo.fr. Plusieurs personnes utilisent cette adresse. Et il peut arriver qu'une personne de l'entreprise soit fâchée et change le mot de passe. Personne ne pourra plus avoir accès à l'adresse Yahoo Saré @yahoo.fr. Qu'est-ce que Saré Hôtel doit faire? Il doit pouvoir prendre son nom de domaine. Saréhotel.cm, parce que pour marquer son appartenance au Cameroun, et donc sécuriser ses données, ses informations, sa communication avec l'extérieur dans l'avenir. De sorte que si l'entreprise se sépare d'un personnel, que le personnel ne parte pas avec les informations de la société ou bien ne change pas, n'est-ce pas, le mot de passe et je veux dire, interdit à tout le monde d'avoir accès à cette information. Maintenant, l'entreprise Saré Hôtel doit pouvoir contrôler ses communications et dire que, bon, si cette personne est partie, il n'a plus accès aux informations de la structure. Et les communications qui vont sortir de Saré Hôtel vont être authentifiées par le nom de domaine qu'il utilise pour ses communications. Donc, on ne pourra plus, dans l'avenir, accepter que quelqu'un qui a une adresse Yahoo communique avec une entreprise fournisseur ou partenaire, juste parce qu'on ne sait pas si la personne qui est derrière cette adresse email appartient encore à cette entreprise-là qui communique avec le partenaire ou bien le client. Donc, ce sont des arguments qui font qu'aujourd'hui, je veux dire, à partir de cette semaine, on a fait une présentation la semaine dernière. À partir de cette semaine, on a quand même pu faire quelques ventes sur la sécurité, la mode, la loi, ainsi de suite. Merci.